Et tout dit, le trio infernal, la guerre froide qui secoue le Cameroun. Imaginez une photo. Une simple photo d'anniversaire. Un homme de 93 ans, entouré de sa femme et de son plus proche collaborateur. Sur le papier, c'est une scène banale, presque touchante. Mais regardez de plus près. Regardez les sourires. Regardez les corps. Regardez les yeux. La femme est rayonnante. Guillerette. Conquérante. L'homme de gauche, le président, affiche cette sérénité froide des gens qui n'ont plus rien à prouver. Et l'homme de droite sourit. Mais ce sourire-là, ce sourire crispé, tendu, presque douloureux, dit plus que n'importe quel discours officiel. Cet homme, c'est Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. L'homme le plus puissant que vous ne voyez jamais à la télévision. Et cette photo prise en février 2026, lors du 93e anniversaire de Paul Biya, continue de faire trembler les cercles du pouvoir à Yaoundé. Pourquoi une photo de famille crée-t-elle autant de remous? Parce qu'elle révèle, en un seul cadre, la vérité que personne n'ose dire à voix haute. Au Cameroun, le pouvoir ne se partage pas entre deux hommes. Il se négocie entre trois. Et ce soir, nous allons décortiquer cette triangulation infernale. Jusqu'au bout. Sans filtre. Restez avec nous. Partie 1, contexte et fait. 3 personnages. Un seul trône. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui à Etoudi, il faut d'abord comprendre l'architecture du pouvoir camerounais. Et cette architecture, mes chers compatriotes, n'a rien d'un organigramme administratif classique. Il y a le président Paul Biya. 93 ans. Au pouvoir depuis 1982. Un homme qui a survécu à des coups d'État, à des tentatives de déstabilisation, à la chute de l'Union soviétique, à la mondialisation, au printemps arabe, et même, disons-le, à plusieurs bulletins de santé inquiétants. Paul Biya est là. Paul Biya dure. Et Paul Biya, malgré tout ce qu'on raconte dans les salons de Yaoundé, reste le chef. Mais un chef de 93 ans ne peut pas tout voir. Ne peut pas tout contrôler. Ne peut pas signer chaque décret, lire chaque rapport, recevoir chaque ambassadeur. Il lui faut une interface. Il lui faut un filtre. Il lui faut quelqu'un qui soit ses yeux, ses oreilles, et parfois sa voix. Ce quelqu'un, c'est Ferdinand Ngo. Nommé secrétaire général de la présidence en 2011, Ngo est, selon l'enquête exclusive publiée ce 13 avril 2026 par le magazine Jeune Afrique, l'un des 3 piliers d'un triumvirat informel qui gouverne réellement le Cameroun. Le journal le décrit comme l'architecte d'une toile de loyalistes méticuleusement construite sur 4 secteurs stratégiques, la sécurité, les finances, le renseignement, et le Parlement. 4 piliers. 4 leviers. Un seul homme aux commandes. Mais ce n'est pas tout. Car dans ce dispositif de pouvoir, il y a un 3e acteur. Discret. Officieux. Mais terriblement influe. Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Celle sans qui, selon plusieurs sources recueillies par Jeune Afrique, Ferdinand Ngo n'aurait peut-être jamais atteint les sommets qu'il occupe aujourd'hui. Elle est sa marraine. C'est elle qui, selon ces mêmes sources, a accompagné son ascension. C'est elle qui lui a ouvert des portes. C'est elle qui a posé sa main sur son épaule, à une époque où les épaules qui comptaient étaient difficiles à atteindre. Et pourtant, entre marraine et filleule, entre protectrice et protégée, quelque chose a changé. Quelque chose de fondamental. Parce que le vassal est devenu trop grand. Et les vassaux trop grands, dans les cours royales, finissent toujours par poser problème. Voilà le décor. Voilà les personnages. Voilà l'intrigue. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Partie 2, le conflit. Quand les alliés deviennent des rivaux. Une photo peut déclencher une révolution. Pas forcément celle des armes. Parfois, la révolution la plus dangereuse est celle des perceptions. La photo du 13 février 2026, publiée à l'occasion du 93e anniversaire de Paul Biya, n'a pas été prise par hasard. Les photos officielles à la présidence du Cameroun ne sont jamais prises par hasard. Chaque cadrage, chaque position, chaque sourire est une décision politique. Et quand Ferdinand Ngo apparaît dans ce cliché avec ce que Jeune Afrique décrit comme un sourire crispé et visiblement gêné aux entournures, les observateurs avertis comprennent immédiatement que quelque chose a changé dans l'équilibre du pouvoir. Mais qu'est-ce qui a changé exactement?
Pour le comprendre, il faut parler de la révision constitutionnelle. En avril 2026, le Cameroun engage une réforme de sa constitution. Et dans cette réforme, une disposition particulière attire l'attention des analystes, la création d'un poste de vice-président nommé par le président de la République. Un poste qui, entre autres effets, modifie la chaîne de délégation de signature présidentielle. Or, cette délégation de signature, c'est-à-dire le pouvoir de signer des actes au nom du président, était jusqu'ici l'un des privilèges jalousement gardés par Ferdinand Ngo. En tant que secrétaire général de la présidence, c'est lui qui gérait ce flux de décisions. C'est lui qui décidait, en pratique, quels dossiers remontaient, lesquels descendaient, et dans quel ordre les choses se faisaient. Réduire ce monopole, c'est réduire son pouvoir. Et qui a été choisi pour défendre ce projet de révision constitutionnelle devant le Parlement? Pas n'importe qui. Laurent Esso, ministre de la Justice. Et selon Jeune Afrique, le pire ennemi de Ferdinand Ngo. Réfléchissez un instant à la géométrie politique de cette décision. Paul Biya choisit l'ennemi juré de son secrétaire général pour défendre un texte qui affaiblit précisément le dit secrétaire général. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un message. Un message codé, certes, mais parfaitement lisible pour ceux qui parlent la langue du pouvoir à Yaoundé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car pendant que Ngo voit son périmètre de signature se rétrécir, il y a un autre front sur lequel ses ambitions se heurtent à un mur. Ce front, c'est la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. Le magot pétrolier camerounais. La vache à lait stratégique de l'économie nationale. Selon Jeune Afrique, Ngo a tenté, à plusieurs reprises, de renforcer son contrôle sur la SNH. Il en préside d'ailleurs le conseil d'administration. Mais ces tentatives se sont systématiquement heurtées à la résistance silencieuse de Paul Biya lui-même, protecteur indéfectible du couple Adolphe et Nathalie Moudiki, lui étant le directeur général de la SNH depuis des décennies. Et derrière cette protection présidentielle, selon plusieurs sources, on trouve encore une fois la main discrète de Chantal Biya. Voilà donc le conflit dans toute sa nudité, d'un côté, un secrétaire général qui a construit un empire et qui tente d'en étendre les frontières. De l'autre, une première dame qui veille à ce que certains sanctuaires restent intouchables. Et au centre, un président de 93 ans qui joue les deux contre l'autre avec une maestria que beaucoup n'auraient pas soupçonnée. Le Cameroun, mes amis, n'est pas une démocratie ordinaire. C'est une cour. Et dans les cours, les règles du jeu sont toujours les mêmes, ne jamais devenir trop puissant. Jamais. Partie 3, révélation et décryptage. Les secrets que personne ne dit à voix haute. Jeune Afrique n'est pas un journal de ragots. C'est l'une des publications africaines les plus rigoureuses et les plus influentes du continent. Quand Jeune Afrique consacre une enquête exclusive à la guerre froide au sein de la présidence camerounaise, il ne le fait pas à la légère. Il le fait avec des sources. Des faits. Des vérifications. Et l'une des révélations les plus frappantes de cette enquête, c'est la formulation même utilisée pour décrire la structure du pouvoir camerounais. Le journal parle d'un pouvoir qui se joue dans le secret d'un clair-obscur entretenu par le trio constitué de Ferdinand Ngo et du couple présidentiel. Clair-obscur. Ce mot-là mérite qu'on s'y arrête. En peinture, le clair-obscur est une technique qui consiste à jouer avec les contrastes entre lumière et ombre pour créer du relief, de la profondeur, du mystère. Dans la politique camerounaise, ce clair-obscur est entretenu délibérément. Il s'agit de ne jamais montrer trop clairement qui décide quoi. De maintenir une ambiguïté fonctionnelle qui protège tous les acteurs. Car si personne ne sait avec certitude qui a signé quelle décision, qui a conseillé quelle nomination, qui a bloqué quel dossier, alors personne ne peut être tenu responsable. Et personne ne peut être attaqué directement. C'est du génie politique. Ou de la paranoïa institutionnelle. Les deux, sans doute. Mais ce clair-obscur a une limite. Et cette limite, c'est précisément ce que la photo du 13 février 2026 a révélé. Quand le jeu des apparences craque, quand un sourire dit ce que les mots n'osent pas dire, c'est que les tensions internes ont atteint un seuil critique. Qu'est-ce qui a conduit à ce seuil critique? Plusieurs éléments convergent. D'abord, la question de la succession. Paul Biya a 93 ans. La question de l'après-Biya n'est plus un tabou de salon, elle est désormais une réalité politique urgente. Et dans cette réalité, chaque acteur du triumvirat a ses propres intérêts à protéger, sa propre vision de l'avenir, ses propres alliés à placer.
Ferdinand Ngo a passé des années à construire sa toile. Loyaliste dans les services de sécurité. Relais dans les finances publiques. Antenne dans le renseignement. Présence au Parlement. Si Paul Biya venait à disparaître du champ politique, quelle que soit la forme que prendrait cette disparition, Ngo serait dans une position de force considérable. Une position qui lui permettrait, sinon de prendre le pouvoir directement, du moins d'en être le faiseur. Mais Chantal Biya ne l'entend pas de cette oreille. La première dame a ses propres réseaux. Ses propres loyautés. Et surtout, ses propres ambitions ou du moins, selon plusieurs analystes, ses propres intérêts à préserver dans